Je ne vais pas trop répéter ce que ma collègue a dit, mais vous parlez d'un acte assez spécifique, d'un incident qui a eu lieu au début de l'été. Et nous, en tant que Parti libéral, évidemment, nous rejetons tout acte raciste et discriminatoire. Et si ces faits sont confirmés, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de cas spécifiques. Et je ne le dis pas pour défendre les événements, mais pour rappeler que malgré tout, il s'agit de cas particuliers et pas d'un corps policier qui a géré qu'un corps policier qui a géré de cette manière, et que je crois que la police ne devrait pas être placée sous une suspicion générale. Nous avons plus de 3000 policiers et la très grande majorité de ces policiers font un travail extrêmement important et très correct, respectueux de tous les citoyens, et qu'il faut vraiment faire attention à ne pas jeter ou de donner un mauvais signe ou un message sur l'ensemble de la police. Chaque policier qui se comporte incorrectement est un policier qui doit être sanctionné. À la conférence de Durban en 2001, le Luxembourg s'est engagé à élaborer un plan d'action national contre le racisme, que je vais appeler PAN, mais sans effet. En 2022, en toute discrétion, l'État a débuté l'élaboration d'un PAN dont la publication était initialement attendue pour la fin 2023. L'accord de coalition CSV-DP, élaboré suite aux élections législatives d'octobre 2023, avait également annoncé la publication du PAN pour au plus tard début 2024, mais nous l'attendons toujours. Dans cet épisode, j'analyse les raisons politiques qui expliquent le retard de cette publication. Vous avez entendu en introduction de cet épisode les prises de parole d'Amela Skenderovic pour le DP et de Maurice Bauer pour le CSV sur une question posée lors de la table ronde politique sur le racisme organisée par Let's Rise Up dans le cadre des élections législatives de 2023. Cette question abordait les violences policières commises par 3 policiers du commissariat de la gare de Luxembourg qui avaient tabassé dans sa cellule de dégrisement un Cap-Verdien interpellé durant la nuit du marathon ING en demandant aux politiques, donc dans la question lors de la table ronde, on demandait aux politiques présents comment leur parti comptait lutter contre les violences policières. Et c'est vraiment intéressant de voir, d'entendre comment les représentants du CSV et du DP ont répondu à cette question du point de vue de l'antiracisme moral. Ils ont complètement dépolitisé la question des violences policières, alors que l'on sait très bien aujourd'hui que le racisme dans la police est un problème structurel et pas individuel, comme l'a montré le rapport de l'étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé Your Rights Matter, Police Stops, publié en 2021. Dans le premier épisode du podcast Let's Mind Up, j'expliquais comment l'antiracisme politique au Luxembourg, c'est-à-dire l'antiracisme qui dénonce le rôle de l'État dans la perpétuation du racisme, cet antiracisme au Luxembourg, il est né en 2020, avec la manifestation pour la justice du 5 juin à l'appel de l'association Let's Rise Up, et suite à la diffusion du mouvement Black Lives Matter dans le monde entier, en réaction au meurtre de George Floyd à Minneapolis, aux USA. Mais si l'antiracisme politique, c'est-à-dire le militantisme de l'antiracisme politique est assez nouveau, le cadre juridique de la lutte antiraciste, lui, a commencé à être construit à partir des années 70. En 1978, le Luxembourg a ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été adoptée en 1965 par l'Assemblée générale de l'ONU. Vous noterez que le Luxembourg a ratifié cette convention 13 ans plus tard, ce qui est assez tard, puisque d'autres pays comme l'Allemagne ou le Canada l'ont ratifié beaucoup plus tôt. L'Allemagne, c'était en 1969 et le Canada, c'était en 1970. Cette convention, elle a été élaborée dans un contexte particulier, puisqu'il y avait, premièrement, c'était le moment où les pays du Sud commencent à devenir membres de l'ONU, après avoir acquis leur indépendance entre les années 50 et les années 70.
Et deuxièmement, c'est aussi un moment où les États condamnent, de façon unanime, officiellement en tout cas, la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. Même si l'embargo sur les armes qui va être décrété, par l'ONU va arriver seulement en 1976 après les émeutes de Soweto. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'apartheid, c'est un système politique de ségrégation raciale qui avait été mis en place en Afrique du Sud entre 1948 et 1991 et dans lequel les populations vivaient séparées et qui donnait un pouvoir politique et économique total à la minorité blanche au détriment de la majorité noire et des autres catégories raciales non blanches. La Convention de l'ONU sur le racisme, c'est le seul instrument juridique international à l'heure actuelle qui porte sur la question du racisme. Alors après, il y a eu une période entre les années 1990 et 2000 où on voit l'apparition au Luxembourg d'un cadre juridique national sur la lutte contre les discriminations raciales. En 1997, il y a l'inscription de la discrimination en raison de la couleur de peau comme un délit dans le code pénal. 3 ans plus tard, en 2001, le Luxembourg participe à la conférence de Durban sur le racisme en Afrique du Sud, organisée par l'UNESCO. Le Luxembourg est représenté par Lydie Polfer, qui est ministre des Affaires étrangères du gouvernement Juncker-Polfer, ministre d'épée, et qui dit dans son discours, je cite, nous avons le devoir d'identifier dans notre passé les mécanismes producteurs de racisme et dans notre présent leur prolongement. Ces déclarations n'ont malheureusement été suivies d'aucun acte concret avant 2020. Et c'est bien dommage parce que dans cet extrait du discours de Lydie Polfer, on voit vraiment la présence d'une une espèce de prise de conscience de l'existence du racisme structurel, même si ce n'est pas nommé de cette façon dans ce discours. Mais en tout cas, cette partie que je viens de vous lire montre que il y a une prise de conscience de l'existence du racisme structurel. Alors, entre 2006 et 2017, il y a une autre période qui arrive, puisque il y a la transposition de plusieurs directives européennes, dont la directive européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Cette directive, elle est transposée non seulement dans le code pénal, mais aussi dans le code du travail. Et il y a aussi la création du Centre pour l'égalité de traitement, le CET, qui est l'organisme qui reçoit les plaintes pour discrimination au Luxembourg. Dans cette période, il y a aussi l'élaboration et la publication d'un plan d'action national pluriannuel d'intégration et de lutte contre les discriminations 2010-2014. Donc là, on n'est pas dans un plan d'action national contre le racisme, hein, mais c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu plus, en tout cas, que ce qui va venir après. C'est un instrument qui coordonne la politique d'intégration des étrangers, principalement, dans lequel il y a aussi des éléments de lutte contre les discriminations. Et ça a été impulsé par la conférence de Durban, mais c'est quand même assez insuffisant. Déjà, même à l'époque, c'est quand même un plan qui est insuffisant dans la lutte contre le racisme, complètement insuffisant même. Ce plan d'action, il a été reconduit jusqu'en 2017 et il restait bien sûr, comme je viens de le dire, très limité avec très peu de mesures concrètes. Alors en 2017, l'État va, élaborer un autre plan d'action qui va succéder à ce premier plan d'action 2010-2014, reconduit jusqu'en 2017. C'est le plan d'action d'intégration 2018. Ce plan d'action, il est toujours en œuvre aujourd'hui puisqu'il y a le plan d'action sur le vivre ensemble dont je vais parler plus tard, qui est en cours d'élaboration mais qui n'a pas encore été publié. Décidément, il y a vraiment beaucoup de problèmes avec les plans d'action au Luxembourg. Et donc, malgré un cadre juridique national qui existe depuis les années 90, les rares actions qu'on voit, qui ont été mises en place, sont souvent cosmétiques. Elles sont orientées vers la sensibilisation, l'intégration, sans remise en question des structures de pouvoir.
Un exemple, qui illustre vraiment bien ce qui s'est passé dans cette période-là, c'est la campagne Making Luxembourg, qui est une initiative de l'ASTI et qui a, couru, il me semble, entre 2012 et 2014, hein, financée par l'État, qui regroupait une centaine de partenaires avec le slogan, je cite: «Au lieu de chercher ce qui pourrait nous opposer, nous cherchons ce qui nous unit dans la construction économique, culturelle, sociale et politique du Luxembourg, avec la volonté de contribuer à une société qui refuse toute forme de racisme, de xénophobie et de discrimination». On est, encore une fois, ici, dans de l'antiracisme moral. Et j'en veux pour preuve la déclaration du porte-parole de l'ASTI lui-même, Sergio Ferreira, qui déclarait dans le média Vox: «On est tous des êtres rationnels et si on travaille sur soi-même, on peut très bien en arriver à se défaire de tous les préjugés». On est dans une vision complètement dépolitisée des discriminations ethno-raciales, dans laquelle les structures qui permettent la racialisation de la société ne sont pas questionnées du tout, ne sont pas remises en question, alors que ce sont ces structures qui précarisent les personnes racisées et qui perpétuent le racisme. Ce ne sont pas les personnes individuellement, ce sont les structures et les systèmes. Avant 2020, donc, le racisme n'est quasiment pas reconnu comme un enjeu politique au Luxembourg. Le pays se pense comme accueillant et tolérant, en particulier vis-à-vis des immigrés européens, les Italiens, les Portugais, plus tard les Polonais, les Roumains. Et c'est ça le nation branding, en fait. C'est utiliser des techniques du management pour promouvoir une identité nationale. Et dans le cas du Luxembourg, le nation branding, c'est l'ouverture censée se refléter par le multiculturalisme, la part importante des étrangers dans la population ou encore le multilinguisme. Et pendant longtemps, l'État luxembourgeois met en œuvre une politique d'intégration qui est basée sur la langue et l'assimilation, sans traiter les inégalités raciales ou les discriminations structurelles. L'idée dominante, c'est le racisme, ce sont des cas isolés. On est dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans de l'antiracisme moral, malgré les déclarations de Lady Pulfer à Durban en 2001, qui laissaient penser que l'État allait s'attaquer au racisme structurel et que l'État allait également s'attaquer au passé colonial du Luxembourg, parce que c'est ce qui est dit dans la citation que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors donc en 2020, avec la manifestation du 5 juin et la naissance de l'activisme antiraciste politique, les choses vont bouger. La Chambre des députés a organisé un débat sur la question du racisme en juillet 2020, un débat au cours duquel il devait se prononcer sur 2 motions et une résolution. Il y avait une motion sur l'élaboration d'une étude sur le racisme portée par le DP et une motion sur la réalisation d'un plan d'action contre le racisme porté par Piraten. Et enfin, une résolution sur la reconnaissance officielle de la légitimité des revendications des manifestants de Black Lives Matter au Luxembourg, qui était portée aussi par Piraten, mais qui a été retirée. Les 2 motions ont été adoptées. Et c'est important d'expliquer la différence entre une motion et une résolution. La motion, c'est une proposition de débat, souvent informelle, tandis que la résolution, c'est une décision ou un texte plus officiel adopté par la Chambre et donc qui engage l'État. Et je ne peux que constater que, premièrement, ces 2 motions et cette résolution ont été élaborées sans jamais avoir consulté les 2 associations antiracistes qui existaient à l'époque, dont l'une d'elles était à l'origine de la manifestation du 5 juin. Les Piraten, qui avaient introduit la résolution qu'ils avaient eux-mêmes nommée Résolution Black Lives Matter, l'ont rédigée entre blancs. Ça vous donne un peu l'ambiance qui règne dans la politique luxembourgeoise. Les motions, qui sont moins contraignantes, donc ont été adoptées, ces 2 motions, tandis que la résolution, qui était plus engageante pour l'État, elle a été retirée. Sûrement aussi, le fait que cette, résolution a été portée par, le parti Piraten n'a pas aidé non plus à ce que, elle soit adoptée. Et donc le monde politique luxembourgeois continue à avoir une attitude paternaliste envers les populations racisées qui vivent le racisme. En septembre 2020, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonce un plan d'action européen contre le racisme 2020-2025
dans lequel la notion de racisme structurel est mentionnée plusieurs fois. Elle annonce aussi la nomination d'un coordinateur en matière de lutte contre le racisme, qui sera en fait une coordinatrice, qui est la finlandaise Michaela Moa. En 2022, dans la continuité des votes qui ont eu lieu à la Chambre en 2020, le ministère de la Famille et de l'Intégration va présenter officiellement l'étude sur les discriminations ethno-raciales qui a été réalisée en 2021, au cours de l'année 2021-2022. Et lors de la présentation officielle de cette étude, la ministre Cohen déclare qu'il n'y aura pas de plan d'action contre le racisme, malgré la motion adoptée en 2020. Encore une fois, le fait que cette motion-là avait été portée par Piraton n'a pas aidé non plus. Fin 2022, la décision d'élaborer un PAN est quand même prise en toute discrétion. D'autre part, un délégué interministériel en charge de la coordination des politiques de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBTQ+, est nommé par le Premier ministre. Et cette personne, à l'heure actuelle, qui est censée présenter des rapports sur la situation de la lutte contre le racisme, de l'antisémitisme et de la haine anti-LGBTQ+, à ce jour, en fait, depuis 2022, n'a présenté qu'un seul plan d'action nationale contre l'antisémitisme. On attend toujours le plan contre le racisme. En 2023, Sam Tanson propose une loi introduisant les circonstances aggravantes pour les crimes, délits et contraventions commis en raison d'un mobile fondé sur la couleur de peau, entre autres discriminations. Et cette loi, elle a été adoptée et elle est en cours aujourd'hui. Et il y a une autre chose qui se passe aussi en 2023, c'est l'adoption de la loi du vivre ensemble interculturel qui, elle, est portée par Corinne Cohen du DP et qui a été adoptée donc et qui remplace le concept d'intégration par la notion de vivre ensemble. Alors là, on a un changement de paradigme qui est super important et dont je vais parler dans le prochain épisode, donc le numéro 4, dans 2 semaines. Ne le ratez pas parce que ça va être vraiment très intéressant d'analyser ce changement et pourquoi est-ce qu'on fait ce changement. Et cette loi qui donc est en place depuis 2023, malgré ce qui est annoncé, en fait, c'est une loi qui s'adresse aux étrangers qui souhaitent démontrer leur volonté d'intégration dans la société luxembourgeoise. Pas plus que ça. Les partis politiques, y compris ceux de gauche, ont longtemps été silencieux, frileux sur les questions de racisme structurel ou de colonialisme jusqu'en 2020. En réalité, il y avait aussi des motifs électoraux derrière ce silence, cette frilosité. J'ai quand même identifié 2 raisons principales. Déjà, pour moi, la première raison, c'est que, comme j'en ai parlé plus tôt, c'est l'absence de militantisme antiraciste politique au Luxembourg. Les choses ont commencé à bouger à partir du moment où des personnes concernées par le racisme ont commencé à s'organiser collectivement pour exiger des actions. Deuxièmement, s'attaquer au racisme structurel, eh ben, ça nécessite de s'attaquer à certaines questions qui sont lourdes, qui sont pas très vendeuses d'un point de vue électoral, comme la question du passé colonial. On sait que le Luxembourg a tenté d'effacer ce passé depuis les années 60, depuis l'indépendance du Congo, parce que s'attaquer au passé colonial, ça nécessite aussi de regarder en face l'enrichissement de certaines entreprises et des personnes privées, sur le dos des personnes colonisées, de considérer la question des excuses de la part de l'État, mais aussi de l'Église catholique luxembourgeoise. Et ça, c'est une question aussi qu'il ne faut pas lâcher. Ça nécessite aussi de s'attaquer à la question des réparations et de la restitution d'artefacts pillés pendant la colonisation. Et ces 3 questions-là sont des questions qui sont fondamentales et en même temps qui sont très difficiles. Alors venons-en précisément au PAN, ce fameux plan d'action contre le racisme. Fin 2022, le ministère de la Famille, qui s'appelle à présent Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre Ensemble et de l'Accueil, que je vais appeler MIFA, décide de l'élaboration d'un plan d'action. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que 2 employés qui sont chargés de travailler sur ce plan d'action, en plus du délégué interministériel dont j'ai parlé. Donc, il n'y a pas beaucoup de ressources. Les ressources humaines sont très limitées. Le MIFA a mis en place un comité de pilotage du PAN
qui est composé d'organisations de la société civile auxquelles j'ai participé pour Let's Rise Up, mais qui compte aussi des organisations comme le CLAE, l'ASTI, One People ou Ally Book Club. Je vous rappelle que l'accord de coalition CSV-DP 2023-2028, qui a été publié après les élections, mentionne le fait que le plan d'action sera présenté au plus tard début 2024. Le comité de pilotage qui a été mis en place par le MIFA s'est réuni seulement une seule fois en 3 ans. Nous avons été consultés régulièrement sur des actions superficielles, comme la conception d'un glossaire ou la réalisation de vidéos de sensibilisation. On nous a aussi demandé de tenir un stand au salon du logement. On nous a jamais demandé de donner notre avis sur le fond des actions. J'ai dû moi-même prendre l'initiative d'organiser une réunion avec une autre organisation afin qu'on se coordonne pour donner notre avis sur le fond d'un document contenant les actions du plan d'action, mais notre avis n'était pas sollicité au départ. Donc c'est une initiative qui venait de notre part et on a transmis donc nos remarques et notre avis au MIFA, en avril 2024. On verra bien si nos avis sont pris en compte ou s'ils ne le sont pas. J'ai pas beaucoup d'espoir, en réalité, hein, mais bon, on verra. Et il y a plusieurs raisons politiques, hein, qui expliquent, le retard de la finalisation du plan d'action. Je vais tenter de les énoncer, aussi clairement que possible. Il y a des raisons politico-idéologiques. Depuis plusieurs années, on constate la diffusion des idées d'extrême droite vers la droite traditionnelle, donc DP et CSV, et même dans la gauche institutionnelle. Il y a l'influence croissante des discours racistes ou nationalistes qui poussent le gouvernement à éviter le sujet du racisme ou à le traiter de façon superficielle. Je vous ramène à l'épisode numéro 2 dans lequel je montre que le traitement superficiel du racisme est dans l'ADN de la droite, en réalité, quand je parle de l'antiracisme moral. Il y a aussi l'emploi de termes comme wokisme ou communautarisme. Le wokisme, c'est un terme qui a été inventé par l'extrême droite, hein, pour délégitimer les luttes d'émancipation, tout simplement. Et le terme communautarisme, c'est un terme qui est utilisé aussi pour délégitimer la volonté ou la nécessité pour les personnes racisées de se réunir pour s'entraider et s'organiser. C'est une idée qui vient de la colonisation, puisque pendant la colonisation, tout regroupement de personnes colonisées était considéré comme une menace par le pouvoir colonial. Et cette idée que les personnes racisées qui se réunissent sont une menace, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire des politiques aujourd'hui. Il y a aussi le durcissement des politiques migratoires qui deviennent de plus en plus meurtrières pour les personnes migrantes. Pour information, les députés européens DP, CSV et LSAP ont tous voté pour le pacte sur la migration et l'asile en 2024. Ce pacte, qui est le nouveau système commun de gestion des migrations de l'Union européenne, qui est dénoncé par toutes les organisations qui luttent pour les droits des migrants. Et sans rentrer dans les détails, puisque je vais consacrer un autre épisode aussi sur les lois d'asile, mais pour vous résumer un peu l'horreur de ce pacte, c'est un document qui est composé de 10 textes législatifs comprenant 9 règlements et une directive. Un règlement européen, c'est une loi qui s'applique directement dans le droit national, alors qu'une directive laisse plus de marge de manœuvre aux États dans la manière de l'appliquer. Donc là, on va avoir 9 règlements, 9 textes qui vont s'appliquer directement dans le droit national. Ce pacte a pour conséquences les plus dramatiques l'intensification de l'externalisation des demandes d'asile et la généralisation de la détention et le traitement des demandes d'asile aux frontières, y compris pour les familles avec enfants et les personnes vulnérables, dans les pays où il y a parfois des garanties de protection qui sont beaucoup moins importantes pour les droits des personnes qui demandent l'asile. Les liens entre la lutte antiraciste politique et la lutte pour les droits des migrants sont évidents. Il est évident que les politiques migratoires sont profondément traversées par des logiques raciales. Les migrants ne sont pas traités de la même manière selon leur origine, et le statut de migrant est en soi un statut racialisé.
les rapports de pouvoir actuels entre les pays du Sud et les pays du Nord sont une continuité de la colonisation. Lutter contre le racisme structurel demande des changements profonds aussi. Ça, c'est une autre raison pour laquelle le plan d'action est en retard, c'est que les dirigeants ne sont pas forcément engagés, hein, ils ne perçoivent pas cette lutte comme prioritaire et donc ça freine l'élaboration du plan. Et il faut rappeler d'ailleurs que le terme racisme n'apparaissait même pas dans le programme électoral du CSV pour les élections législatives. Il y a aussi un autre type de raison, ce sont des raisons politico-stratégiques. Il y a une peur des réactions électorales. L'agenda électoral, avec les élections législatives fin 2023 et les élections européennes à la mi-2024, eh ben, cet agenda n'était pas en faveur du tout de la publication du plan par le MIFA avec un ministre du DP. Ni le DP pour les 2 élections, ni le CSV, avant les élections européennes, ne voulait perdre des voix auprès des publics qui perçoivent la lutte antiraciste comme une menace à leur identité ou à leurs privilèges. Enfin, il y a une dernière raison que j'ai pu identifier, que j'appelle une raison politico-institutionnelle, puisque l'élaboration d'un plan implique plusieurs ministères. Il faut une coordination interministérielle, il faut des consultations, des réunions, et c'est parfois très très lourd. Et cette lourdeur a sans aucun doute aussi ralenti le processus. Pour conclure, la lutte antiraciste au niveau politique au Luxembourg, et là je ne parle pas de l'antiracisme politique, hein, je parle de la lutte antiraciste parmi les politiques au Luxembourg. Cette lutte, elle reste tardive puisque on a la reconnaissance des discriminations raciales à partir des années 2000 avec la transposition des directives européennes de 2000 et l'apparition d'un antiracisme politique en 2020 qui va accélérer ce processus. Cette lutte, elle est aussi timide puisqu'il y a peu de politiques publiques concrètes. C'est le moins qu'on puisse dire en fait, hein. Elle est très encadrée aussi. Et cette lutte, elle est aussi encadrée par des logiques institutionnelles d'intégration plutôt que de lutte contre le racisme structurel. Et enfin, ce sont surtout des personnes concernées, militantes et autonomes qui, depuis 2020, construisent la politique au Luxembourg et donc influencent aussi les politiques. Après des décennies de déni, l'impulsion de la manifestation de 2020 et du plan antiracisme européen aussi a donné lieu à l'élaboration d'un plan d'action contre le racisme, mais ce plan, il est retardé pour des raisons à la fois idéologiques, stratégiques et institutionnelles. C'était Sandrine, merci de m'avoir écoutée et je vous dis à très bientôt.